De ce mardi 8 mai, le renforcement des relations commerciales entre le Sénégal et la Grande-Bretagne. Dakar et Londres signent un protocole d'accord dans ce sens. Le Sénégal rend hommage à Jules François Bocandé, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football décédé hier en France. Ibrahima Mboup nous rappellera le parcours d'un homme qui a contribué au rayonnement du football sénégalais. Le Sénégal et la Grande-Bretagne vont donc renforcer leurs échanges commerciaux. Le ministre du Commerce, Matassi Diallo, et son homologue britannique, Henry Bellingham, ont signé un accord dans ce sens. C'est à l'issue de la visite d'une forte délégation britannique chez nous. Voici les explications de Arandao. La Grande-Bretagne, second plus grand exportateur de services commerciaux, s'est dit séduite par le Sénégal. Un pays pas très riche en ressources mais qui se défend bien en matière de croissance. Le Sénégal attire parce qu'il a également fini de confirmer sa stabilité économique. Tout ceci lui confère un environnement des affaires favorable. La Grande-Bretagne de matérialiser ses ambitions par ce protocole d'accord. L'échange dans le monde des affaires doit être à double sens. Il faut créer des activités commerciales, mais aussi chercher à réduire la pauvreté en investissant au Sénégal. Nous avons des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Il y a pas mal de nos entreprises qui ne veulent pas que seulement vendre des produits au Sénégal, mais aussi investir dans ce pays. Les échanges commerciaux entre les deux pays se chiffrent à 800 milliards d'euros. Une somme certes importante, mais la Grande-Bretagne compte bien la doubler. Pour le Sénégal, la 7e puissance économique mondiale est à bien des égards un partenaire privilégié. Le Royaume-Uni a des ressources minérales considérables. La Grande-Bretagne dispose des potentialités importantes dans les domaines des technologies, de l'information et de la communication, de la biotechnologie, de l'aéronautique, de la défense et des énergies renouvelables. Londres demeure la plus grande place du marché financier européen, à égalité avec New York. La Grande-Bretagne s'est engagée dans une dynamique de réorientation de son économie vers les échanges commerciaux. Les régions en pleine croissance comme le Sénégal constituent pour elle des terrains de prédilection. Nous parlons de cette conférence sous-régionale sur le renforcement des systèmes de protection de l'enfant. Les participants réfléchissent depuis hier sur le thème « Pratiques prometteuses, leçons apprises et voies à suivre ». Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Pape Bouna Thiaw. Plus de 36 pays sont représentés à cette conférence, première du genre dans la sous-région. Les participants sont des experts et des techniciens de l'enfance. Pendant 2 jours, ils vont réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour soutenir les initiatives nationales visant à améliorer la situation de l'enfant en Afrique subsaharienne. Les systèmes de protection de l'enfance sont fondés sur la reconnaissance que des petits projets axés sur un groupe restreint d'enfants à haut risque ne suffisent plus. Comme vous le savez, cela est ressorti nettement de notamment l'étude des Nations Unies sur la violence à l'égard des enfants et aussi sur les différentes politiques des agences des Nations Unies dans ce domaine. Le développement des systèmes de protection de l'enfance exige de nouveaux partenariats et non plus un agenda spécifique à chaque agence. Malgré les efforts consentis par les pays, une attention particulière devrait être accordée à la situation des enfants en Afrique. C'est une évidence que la situation de nombreux enfants africains demeure critique et instable. Au Sénégal, l'État a déjà entrepris plusieurs actions au profit de l'enfant, des actions qui ont conduit à la mise en place d'une stratégie nationale de protection de l'enfance. Il est évident que ces efforts au niveau national ne pourront donner la pleine mesure de leurs effets que si la dimension intersystémique est correctement et largement prise en compte. C'est pourquoi je salue vivement cette pertinente initiative qui permet de rassembler les expertises nationales les plus fines afin de faire le bilan des connaissances actuelles sur le renforcement des systèmes en Afrique subsaharienne. Les travaux seront axés sur la reconsidération du statut de l'enfant, le respect des textes et du dispositif de la Charte africaine des droits de l'enfant. De fortes recommandations sont attendues. De la lutte contre la polio, cette année, il n'y aura qu'un seul passage. Ce sera du 13 au 15 mai prochain. Sur l'ensemble du territoire national, les nombreux passages l'année dernière ont produit des effets
positif, mais la vigilance doit être de rigueur. Voilà pourquoi des journalistes et autres acteurs communautaires ont été sensibilisés à la maladie. Oumar Diaw. La circulation du poliovirus sauvage dans la sous-région a poussé en 2011 les pays à organiser des campagnes synchronisées de vaccination. Plusieurs passages ont ainsi été organisés et notre pays capitalise les résultats de cette riposte énergique. Une seule édition, contrairement à l'année dernière où nous avons eu à faire 16 passages. Ceci montre simplement les acquis que nous avons enregistrés. Ce passage unique au programme de 2012 aura lieu du 13 au 15 mai sur toute l'étendue du territoire. L'objectif est de vacciner l'ensemble des enfants en âge de l'être de 0 à 5 ans. En tant que relais, les journalistes ont été sensibilisés, une fois encore, sur la problématique de ces JNV et les enjeux sanitaires qu'elles comportent. Les journalistes étant des relais privilégiés pour la dissémination de l'information, alors nous avons eu à leur donner tous ces arguments, toute l'information sur le déroulement de la campagne pour qu'ils puissent relayer l'information, donc sensibiliser les familles. En plus des journalistes, des acteurs de santé communautaire, des notables et des imams ont été ciblés. Si l'homme n'est pas valide, on ne peut pas aller au développement. C'est pour cela que nous, en tant que dirigeants, en tant que leader d'opinion, on doit faire notre participation. Les parents doivent prendre conscience de la gravité de la maladie et en tout cas faciliter aux vaccinateurs d'accéder donc à leur maison. Ces journées nationales de vaccination contre la poliomyélite constituent une belle opportunité de vacciner tous les enfants contre une maladie redoutable, un mal sournois et rampant qui, s'il frappe, fait ramper à vie. Une association nigériane, elle s'appelle African Voice in the Wilderness International. Elle poursuit ses actes caritatifs. C'est une initiative qui fait suite à une première donation à l'hôpital général de Grand Yoff. Les pasteurs qui ont remis des vivres insistent sur la solidarité et souhaitent établir un lien social avec donc les familles sénégalaises. Voici les détails et explications avec Mam Diarandiaï. Au-delà du prêche religieux, les représentants de la communauté nigériane souhaitent soutenir les personnes sans ressources. Well, I'm happy that we are here today as a family. Il ne nous a pas regardé comme étant des handicapés. Il nous a regardé en tant que des frères et des sœurs. Il dit qu'il veut encore tisser une relation d'amitié entre vous et lui. Et comme ça, ils vont continuer à venir vous voir. Your problems will be our problems. Vos problèmes seront leurs miens. You can call on us at any time. Vous pouvez les appeler à toute heure. L'association ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres actions en faveur de ces démunis sont prévues. Cette solidarité qui vient d'être nouée doit être perpétuelle et il est important de garder les contacts pour préparer le prochain retour ici en terre sénégalaise. Leur handicap ne leur permettant pas de subvenir à leurs besoins, ces personnes saluent ce geste de générosité. Ils ont fait une délégation pour nous aider au nom de Dieu. Malheureusement, nous surmontons des difficultés tous les jours. On s'occupe de l'école, de la nourriture ou bien des factures d'eau. On ne fait que mendier par dépit. Donc on remercie beaucoup cette association pour toutes ces bonnes choses. Cet acte citoyen démontre que la solidarité n'a ni de religion ni de frontières. Elle participe seulement à l'amélioration de la vie des personnes en difficulté. Direction la France, où le nouveau président François Hollande aura une semaine très chargée. Il annonce déjà la nomination de son Premier ministre le 15 mai prochain. Plusieurs noms circulent déjà pour la primature ainsi que pour les grands ministères. Il fait figure de favori comme chef du gouvernement. Jean-Marc Ayrault, 62 ans, député maire de Nantes, n'a jamais été ministre, mais il est depuis 15 ans le patron des députés socialistes. Il connaît donc très bien l'Assemblée nationale et c'est surtout un proche de François Hollande. Il est ancien professeur d'allemand, un atout pour renégocier le traité européen. Mais sur les rangs, il y a aussi Martine Aubry, 61 ans. Ses points forts, son expérience gouvernementale sous Lionel Jospin
et sa popularité, c'est la favorite des sondages pour ce poste selon les électeurs de gauche. 2 hommes ont aussi pesé dans cette campagne, Pierre Moscovici et Manuel Valls. Ils ambitionnent tous les deux d'importants ministères. Mais certains semblent déjà plus ou moins acquis. Michel Sapin pourrait récupérer l'économie, un ministère qu'il a déjà dirigé au début des années 90. Aux affaires étrangères, hypothèse privilégiée Laurent Fabius, il a sillonné le Proche-Orient et la Chine ces derniers mois. Vincent Peillon pourrait reprendre l'éducation nationale, un poste clé puisque François Hollande veut faire de la jeunesse la priorité de son quinquennat. Le nom de François Rebsamen circule pour l'intérieur. Le sénateur maire de Dijon était chargé du pôle sécurité dans l'équipe de campagne. Dans ce nouveau gouvernement, François Hollande a promis la parité. Côté femmes donc, Marisol Touraine pourrait prétendre au portefeuille des affaires sociales après avoir été en charge de ce dossier pendant la campagne. Aurélie Filippetti, députée de Moselle, pourrait aussi faire partie de l'organigramme. Tout comme les porte-paroles de François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, 34 ans, élue de la ville de Lyon, et Delphine Bateau, députée des Deux-Sèvres. Direction les États-Unis où un vaste projet d'attentat suicide a été déjoué. C'est la branche yéménite d'Al-Qaïda qui est mise en cause dans cet acte qui aurait pour cible un avion de ligne. C'est un avion de ligne comme celui-ci qui était visé. Hier, les États-Unis ont annoncé avoir empêché en avril dernier un nouveau projet d'attentat suicide à la bombe préparé par la branche yéménite d'Al-Qaïda. Un complot déjoué en toute discrétion par la CIA. Je ne ferai pas de commentaires sur les opérations confidentielles menées par les États-Unis, mais notre pays doit continuer à rester vigilant contre tous ceux qui voudraient l'attaquer. Les autorités n'ont donné que très peu de détails sur l'opération. Un engin explosif devait être utilisé par un kamikaze à bord de l'avion. Il n'y aura jamais de système parfait. Et chaque fois que les terroristes innoveront, nous devrons innover aussi. Cette tentative d'attentat est à peu près similaire à celle de 2009. Sur un vol Amsterdam-Détroit, un homme avait dissimulé des explosifs dans son pantalon. Il avait été maîtrisé par les passagers. Retour au Sénégal où les mareyeurs réclament leur implication dans les accords de pêche réunis à Hambourg. Ils ont notamment insisté sur l'assainissement de leur secteur. Explication Kaltoum Gueye. Secteur clé de l'économie sénégalaise, la pêche connaît depuis quelque temps des difficultés. Cette rencontre est un moment privilégié pour faire l'état des lieux. On a des matériels qui sont vétustes. On a des véhicules qui ne peuvent plus contenir le poisson. Et ce n'est pas facile de prendre le poisson et mettre des millions en cours de route. Ça périt. Donc vraiment ça là, c'est l'occasion aujourd'hui pour qu'on puisse circuler ce message. La vétusté de notre parc automobile nous préoccupe. Il y a aussi le manque de chambres froides et une usine de glace pour la conservation du poisson. Nous lançons un appel à l'État pour qu'il renforce son appui. Dernièrement, les accords de pêche ont fait couler beaucoup d'encre. Pour éviter que ces problèmes se reproduisent, les mareyeurs s'invitent au débat. Puisqu'ils ont arrêté les licences de pêche parce qu'ils savent que c'est un handicap pour nous, on ne peut qu'applaudir. Par ailleurs, nous réitérons notre souhait de participer à toutes les tables de négociation. Faudrait-il le rappeler, nous avons notre mot à dire. Pour assainir le secteur de la pêche, l'Association des mareyeurs du Sénégal a décidé de se réunir tous les 3 mois. Cela permettra de prévenir plutôt que guérir tous les maux qui gangrènent ce secteur essentiel de l'économie sénégalaise. Remise des équipements de ménage et de moulins à céréales aux femmes de Saoméré 2, c'est dans la communauté rurale de Darou Khoudoss. Initiative de l'ONG Mosdaïr International qui vise la mobilisation des populations pour la préservation et la reconstitution de l'écosystème des Niayes. Ibrahima Diallo. Ces populations sont sorties en masse sur la place publique du village pour réceptionner ce matériel. Un moulin à céréales pour alléger les travaux ménagers des femmes et près d'une centaine de foyers améliorés pour diminuer la pression sur l'exploitation du bois. Dieu merci, ce matériel vient en son heure, car nous avons déjà bénéficié d'une formation en vue d'une gestion durable de ce moulin. Aujourd'hui,
le village de Sao-Mekhe 2 est là tous réunis, très content vraiment de recevoir tout ce matériel qui a été amené par Mousdaïr International. Initiatrice de cette œuvre, l'ONG Mousdaïr International vise à travers ce geste à mobiliser ces femmes pour la préservation et la reconstitution de l'écosystème des Niayes. Le site de Sao-Mekhe a été retenu donc comme un accord pour la mise en œuvre des activités retenues pour 2012, notamment la production de 50 000 plants. Oui. C'est mieux. 50 000 plants forestiers et fruitiers. La protection de 75 hectares de cultures maraîchères par la fixation de 6 hectares de dunes mobiles. L'équipement des ménages avec 70 foyers améliorés pour l'économie de bois, de chauffe et la réduction du déboisement. Cette cérémonie marque ainsi le début d'un partenariat entre l'ONG et le comité de développement durable de la Société Générale. Je suis fier de voir aujourd'hui la réalisation concrète qu'on peut toucher. Deux partenariats qu'on a conclus avec l'ONG Mousdaïr, mais aussi avec la communauté villageoise. Ce matériel est mis à la disposition du comité intervillageois de développement. Les recettes générées par l'exploitation du moulin vont servir à la pérennisation des actions de fixation des dunes dans la zone. La mobilisation de la jeunesse pour lutter contre la crise des valeurs, c'est via une association qui compte sensibiliser les Sénégalais sur la droiture, le respect de soi, l'honnêteté et le sens de l'honneur. Premier acte posé par les membres de la structure, la parution d'un livre intitulé « Réussir le mariage ». Aïda Moussassi, présidente de l'association, s'en explique au micro de Tchorodjeng. C'est une initiative de la jeunesse sénégalaise. Nous sommes un groupe de jeunes qui nous sommes associés pour mettre au point une stratégie, un programme pour participer à la lutte contre la crise des valeurs et la création d'emplois au Sénégal. Bon, pour la lutte contre la crise des valeurs, nous proposons un livre qui s'intitule « Comment réussir son mariage ». Pourquoi le mariage ? Parce que pour construire une nation, il faut d'abord construire l'homme, dans son premier cadre, la maison. Les valeurs qui font qu'une société se développe, prospère et où il faut bon de vivre, ces valeurs-là nous sont inculquées à la maison. Bon, des valeurs comme la droiture, le travail, l'amour du travail bien fait, le sens des responsabilités, la propreté, le respect de l'autre, tout s'apprend à la maison. Nous proposons ce concept-là à la vente. Et nous sommes 14 millions de Sénégalais. Bon, l'idéal,